Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en si grand nombre. La présentation, en fait, qui aurait dû idéalement être faite par Alexandre Roy, qui n'est pas ici aujourd'hui parce que sa conjointe est due pour accoucher n'importe quand. Donc, on lui souhaite bonne chance. Donc, c'est moi les réélus pour présenter les travaux qui sont effectués au cartel par rapport au suivi de l'équivalent en eau du couvert nival par télédétection. Donc, merci pour la super intro tout à l'heure. Ça m'évite de répéter certains trucs. Donc, comme vous le savez, la neige, c'est un réservoir important d'eau. C'est important c'est une source importante d'énergie pour la production d'hydroélectricité, entre autres. L'équivalent en eau de la neige, par exemple, c'est une variable importante pour la modélisation hydrologique, surtout au Québec. Son suivi, c'est également important dans un contexte où le climat est en mutation. Donc, comment est-ce qu'on fait le suivi de cette variable? Traditionnellement, la méthode traditionnelle, ça consiste à, comme l'a expliqué le collègue tout à l'heure, soit prendre des mesures ponctuelles, des relevés niveaumétriques à l'aide de carottiers ou encore avec des coussins de neige ou tout récemment, bon, le GMON qui est apparu, mais ce sont des données qui sont dispendieuses, surtout lorsque le territoire à couvrir est grand. Ce sont depuis la nature ponctuelle, si on veut, de ces données peuvent poser un problème de représentativité spatiale, puisque le couvert nival peut varier grandement d'une région à l'autre, à l'intérieur même d'un bassin versant. Donc, est-ce qu'il existe une alternative? Bien, on m'a volé mon punch tout à l'heure. La télédétection, donc qui consiste à prendre des mesures à l'aide d'instruments à bord de satellites qui orbitent la Terre. C'est un outil qui est très utile dans plusieurs domaines, qui n'est pas très utilisé jusqu'à présent dans le domaine de l'hydrologie, mais qui est toutefois prometteur parce qu'il permet de couvrir tout le territoire avec une acquisition de données très régulière. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer par télédétection? La réponse simple, c'est un paquet de choses, mais ici, on va s'attarder à deux variables pour des applications courantes et éventuelles en hydrologie. Donc, la présence ou l'absence de neige, et puis l'équivalent en eau de la neige. Donc, la présence ou l'absence de la neige peut être assez facilement détectée par télédétection dans le spectre visible, étant donné que son albédo ou sa réflectance est très élevée. Cependant, le couvert nuageux vient limiter l'utilité de cette méthode-là. Quand il y a des nuages, on ne voit pas ce qu'il y a au sol. D'un autre côté, on a la télédétection basée sur les micro-ondes passives, qui, eux, réussissent à pénétrer le couvert nuageux, mais l'information qu'on a par rapport à la présence ou l'absence de neige est moins précise que dans le spectre optique. Donc, ce que j'ai fait en partie pendant mes travaux de maîtrise, c'était de combiner, si on veut, ces deux sets de données-là. Donc, en priorisant la télédétection basée sur le spectre visible à l'aide du capteur MODIS, ainsi que des données sur le couvert nival basées sur le capteur AMSER-E dans les micro-ondes passives. Je suis arrivé avec un produit fusionné que j'ai ensuite inséré dans un modèle hydrologique en supposant que la détection de neige représentait un seuil minimum d'équivalent en eau. Donc, méthode tout à fait empirique, mais qui, néanmoins, assez bien marché. En gros, ici, les résultats, ce qu'on a montré, c'était, malgré les fluctuations interannuelles, donc ici, bon, ça marchait peut-être moins bien, ici, ça marchait mieux. Malgré tout ça, en moyenne, on arrivait à des résultats qui étaient clairement supérieurs au modèle seul, et même qu'on arrivait à des résultats qui étaient tout à fait comparables au cas où on mettait à jour le modèle avec des relevés niveaumétriques sur une base bimensuelle, mais à prix beaucoup moindre. En fait, les données télédétection utilisées étaient complètement gratuites. Donc, l'amélioration, en fait, qu'on a pu détecter ici, ça provenait surtout des données basées sur la télédétection optique. En fait, la télédétection micro-ondes passive ne contribuait pas significativement à cette amélioration-là. En fait, puis on croit que c'est surtout à cause qu'on n'utilisait pas tout son potentiel. Enfin, on utilisait la superficie du couvert nival plutôt que l'équivalent en eau de la neige, qui est une variable qui est beaucoup plus utile en hydrologie
Mais bon, est-ce que c'est possible de d'estimer l'équivalent en eau de la neige à partir de la télédétection? Donc, c'est une question auquel il y a plusieurs groupes de recherche qui s'attaquent, qui tentent de répondre à cette question avec de plus en plus de précision. Donc, les recherches actuelles s'orientent notamment vers la télédétection passive des micro-ondes. Donc, en gros, les micro-ondes sont émises par tous les éléments terrestres, atmosphériques, etc., suivant leur température physique, mais aussi une propriété intrinsèque qu'on appelle l'émissivité, donc qui varie entre 0 et 1. On appelle également la température de brillance, TB ici, le rayonnement reçu au capteur, qui est défini comme la température physique de l'objet fois son émissivité. Donc, dans le cas de la neige, en fait, la température de brillance de la neige est inférieure à la température, nettement inférieure à la température de brillance du sol. Donc, c'est ce qui, pour une même température physique, à cause que son émissivité est plus basse. Donc, c'est ce qui peut nous aider en partie à détecter la neige. De plus, les micro-ondes passives arrivent à pénétrer le couvert nuageux, bien qu'atténué, le couvert végétal même, et même le couvert nival. C'est cette capacité à pénétrer, si on veut, ces différents éléments, c'est gouverné par la transmittance, qu'on appelle, de chaque élément. Ça varie selon la fréquence des micro-ondes observées ainsi que la polarisation. Pour la neige, la transmittance, ça varie surtout en fonction de l'équivalent en eau, en fait, heureusement pour nous, mais aussi du type de neige. Donc, la méthode traditionnelle, pour estimer l'équivalent en eau, en fait, ça consiste à prendre une différence de température de brillance à deux différentes fréquences, généralement autour de 37 et 19 GHz. Donc, la neige atténue plus le signal à 37 GHz qu'à 19 GHz, qui autrement sont semblables s'il n'y a pas de neige. Donc, pour un même type de neige, grosse hypothèse ici, la différence entre le signal à ces deux fréquences augmente en fonction de l'équivalent en eau de la neige, jusqu'à un point de saturation. Donc, c'est une méthode qui est utilisée traditionnellement, mais qui en réalité est restreinte à des zones que j'ai caractérisées comme homogènes. Donc, pas de dénivellation, pas de végétation, etc. On se limite à des cas à l'idéal. Et le type de neige n'est généralement pas pris en considération, ce qui peut entraîner des incertitudes assez importantes sur des estimés, en fait. En effet, voici ce qui se passe si on essaie d'appliquer cet algorithme-là en forêt boréale. Donc, les graphiques montrent la différence des températures de brillance pour différentes fréquences et différentes polarisations en fonction de l'équivalent en eau mesuré. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas capable de tracer une ligne là-dedans. C'est principalement parce que le type de neige n'est pas pris en considération, ainsi que l'effet de la végétation. Faut que je mentionne aussi que le type de neige, ou plutôt le métamorphisme engendré par les grains de neige, varie en fonction du climat. Donc, c'est une méthode qui n'est pas bien adaptée, si on veut, pour différents climats ou des changements climatiques. Donc, une solution possible, et c'est sur laquelle le groupe au cartel s'attaque, c'est premièrement de coupler un modèle d'émission micro-ondes avec un modèle de neige à base physique. Donc, souvent, ce qui arrive quand on fait le coupage de modèles comme ça, il y a des variables qui sont présentes dans un modèle, qui ne sont pas présentes dans l'autre, ou encore il y a des incohérences entre la façon d'exprimer un même phénomène sous forme de différentes variables. Donc ici, pour le modèle qu'on compte utiliser, qu'on utilise en fait, le modèle d'émission micro-ondes, DMRT-ML, c'est une variable qu'on appelle la SSA, qui représente la taille des grains. SSA qui veut dire Specific Surface Area, qui en gros, c'est le rapport entre la surface de ton grain de neige divisé par son volume et sa densité. Donc, c'est une variable qui n'est pas présente dans le modèle de neige classe que certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû ajouter. Donc, ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, on a besoin d'ajuster des corrections de végétation, ce qu'on va faire, ou ce qu'on a fait avec le modèle taux-oméga. J'y arriverai dans quelques instants. En gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir estimer
l'équivalent en eau à grande échelle avec les températures de brillance du capteur AMSARA ou autre capteur micro-ondes passif. Donc, je sais que jusqu'à présent, j'ai nommé quelques modèles, mais en fait, rien ne nous empêche de faire ces mêmes travaux avec d'autres modèles de neige. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait Alexandre Langlois et compagnie, avec des relevés niveaumétriques qui ont été pris à certains endroits le long d'un transect dans le nord du Québec, des milieux ouverts où il n'y avait pas de végétation. Donc, à partir d'une réanalyse météo, pour ceux qui connaissent NORD, et du modèle de neige Snowpack, qui ont simulé des équivalents en eau, qui ont comparé avec les mesures pour obtenir le graphique du haut ici. Donc, pas super. Maintenant, avec le couplage du modèle d'émission micro-ondes et l'introduction de la variable sur la taille des grains, la SSA, et une correction sur la densité aussi de la neige, on a pu redresser, si on veut, la pente entre l'équivalent en eau simulé et corrigé. Certains d'entre vous vont dire c'est beau de redresser la pente, mais ton estimé est quand même pas très précis. Effectivement. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir utiliser ça en hydrologie opérationnelle, mais on va s'y rendre un pas à la fois. Donc, je vous invite à consulter soit l'article d'Alexandre Langlois sur ce sujet pour plus de détails ou venir me voir après la présentation. Dernièrement, on fait des corrections sur la végétation à l'aide du modèle Omegato. Donc, j'aurai pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails sur ça, mais bref, on considère que ce qu'on capte au satellite, c'est la somme des contributions suivantes. On a ce qui provient de l'atmosphère directement, et ce qui provient de l'atmosphère qui est réfléchi par la végétation et le sol, ce qui provient de la végétation directement et ce qui est réfléchi par le sol, et ce qui provient du sol ou de la neige, et qui est atténué par le couvert forestier et l'atmosphère. Donc, en gros, avec le modèle, ce qu'on cherche, c'est à simuler deux variables. Donc, on a la transmittance, qu'on appelle taux, et puis l'albédo de simple diffusion, qu'on appelle oméga, d'où le modèle taux oméga. Donc, la transmittance, je le répète, c'est la fraction des micro-ondes qui passe au travers du couvert forestier. Et l'albédo de simple diffusion, en fait, c'est un gros mot qui veut simplement dire la fraction des micro-ondes qui sont réfléchis par la végétation. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait pour déterminer, pour quantifier ces valeurs-là, c'est qu'on a pris des mesures aéroportées de température de brillance en milieu boréal. Donc, on connaît toutes les variables, on est allé mesurer toutes les variables pertinentes, à l'exception des taux et oméga. On les a obtenues en minimisant l'erreur quadratique moyenne entre les températures de brillance simulées et observées, pour obtenir finalement, pour chaque fréquence et chaque polarisation horizontale et verticale ici, pour finalement obtenir une infinité de solutions le long de ces courbes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on a fait l'hypothèse que les transmittances et les termes oméga étaient constants en polarisation, ce qui nous a permis d'obtenir un croisement, si on veut, des courbes. On a juste pris la solution unique qui était au croisement de ces courbes-là. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire, ça? C'est de calculer la contribution de chacun des éléments aux températures de brillance mesurées, donc la surface, la végétation et la neige, l'atmosphère. Certaines contributions sont négligeables, mais comme vous pouvez voir en, je ne sais pas trop quelle couleur, mauve-ish, c'est la végétation, en fait. La végétation contribue énormément aux températures de brillance mesurées, surtout pour les hautes fréquences. En fait, dans la plupart des études, l'effet de la végétation est complètement négligé. Donc ici, ce qu'on a montré, c'est que d'avancer en faisant cette hypothèse-là, c'est plutôt risqué, étant donné que ce qu'on voit, c'est, du moins pour les hautes fréquences, majoritairement la végétation. C'est même pas la neige, en fait. Donc c'est bien, on a réussi à calculer la transmittance et l'albédo de simple diffusion pour certains sites, mais comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça à grande échelle? Donc on a cherché des sites similaires où la végétation est composée principalement de conifères, étant donné qu'on se situe en forêt boréale.
On suppose que les termes oméga et tau sont, sont constants à travers ces sites. On a ainsi pu calculer la transmittance à chacun de ces sites. Donc, en gardant à l'esprit le fait qu'on cherche à appliquer cette méthode sur une plus grande échelle, on cherche à spatialiser la transmittance pour faire des corrections à grande échelle. On a établi une relation entre la transmittance et l'indice foliaire, ou le LAI ici. Donc, on est arrivé à une relation qui, en fait, a pas mal d'allure, avec des coefficients de corrélation qui sont pas si mal. Maintenant, il reste à voir si cette relation tient la route quand vient le temps de l'appliquer pour estimer l'équivalent en eau de la neige. Je vous laisse en suspens quant aux résultats finaux, parce qu'ils ne sont pas encore ici. Mais donc, en conclusion, je vous ai présenté justement, je vous ai fait une synthèse des travaux qui ont été effectués par le groupe Okertel récemment. On a montré que la télédétection optique avait un apport important pour la simulation des débits. Mais les micro-ondes passives, eux, n'ajoutaient pas encore une information assez importante parce qu'ils n'étaient pas exploités de façon optimale. On utilisait la détection de la neige plutôt que l'équivalent en eau de la neige. Parce que les estimations sur l'équivalent en eau de la neige, en fait, n'étaient pas très précises. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attaqué au couplage des modèles de transfert radiatif et des modèles de neige en introduisant une variable sur le type de neige ou la taille des grains de neige, la SSA, qui a permis d'améliorer au moins la pente entre l'équivalent en eau simulé et mesuré. C'est important aussi de dire que le suivi de la taille des grains de neige avec la SSA permet, si on veut, d'appliquer la méthode à différents climats ou dans un contexte où le climat change, étant donné qu'on prend en considération différents types de neige qui varient sous différents climats. Finalement, on a montré que la contribution de la végétation était très importante aux températures de brillance. On a également mis en place une méthode pour spatialiser, si on veut, la transmittance de la végétation pour appliquer des corrections à plus grande échelle. Mais il reste encore à valider le tout. Donc, tout ça pour dire que on compte éventuellement établir un système d'assimilation de données qui va tout prendre en considération pour arriver avec des estimés plus précis que l'insertion directe, qui est ce qu'on utilise pour l'instant, qui consiste à juste prendre les valeurs telles quelles sans considérer leur erreur ou leur variance. Donc, on s'enligne plutôt vers des filtres de Kalman d'ensemble, etc. Donc, c'est ça. Je vous laisse en suspens quant aux résultats finaux. Ça va être pour une prochaine présentation. Donc, merci de votre attention. Merci à nos collaborateurs et au support financier qu'on a pu recevoir pour effectuer ces recherches.